Bonjour et bienvenue sur En pleine forme, votre émission santé. Cette émission, c'est la vôtre puisque vous pouvez nous transmettre sur www.enpleineforme.net toutes vos questions, que ce soit en matière de bien-être, de santé, de thérapie, de comportement. N'hésitez surtout pas, envoyez-nous vos questions et nous nous ferons un grand plaisir de les transmettre à nos spécialistes qui vous répondront. Avec nous aujourd'hui en plateau, Philippe Vernois, spécialiste en PNL et hypnose. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Laure. Mais également le docteur Frédéric Bensaïd, chirurgien dentiste, spécialiste en implantologie. Bonjour Frédéric, bonjour. Enchanté. Et en dernier lieu, le docteur Xavier Latouche, chirurgien esthétique. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Donc, plusieurs questions de téléspectateurs pour nous. Aujourd'hui, un téléspectateur apparemment un peu embarrassé puisque célibataire, docteur Philippe Vernois, trop sélectif. Comment la PNL peut-elle l'aider, s'il vous plaît? C'est le cas de beaucoup d'hommes. Ah, beaucoup d'hommes plus que les femmes? Les femmes sont très sélectives aussi, mais les hommes se libèrent moins facilement de cette sélectivité. D'accord. Pardonnez-moi juste un instant, pourriez-vous nous rappeler ce que c'est que la PNL en 2 mots, s'il vous plaît? En 2 mots, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne globalement. D'accord. C'est une boîte à outils tirée de la modélisation de grands thérapeutes un peu hors du commun, comme Milton Erickson, Virginia Satir et quelques autres, et qui avaient des façons d'utiliser la psyché humaine dans sa façon naturelle de fonctionner. Donc ça va être, dans ce cadre-là, sur les croyances de la personne, les croyances limitantes de la personne qu'on va travailler. On va essayer de voir cette sélection, il l'a fait par comparaison. Il l'a fait par comparaison à un cadre. Il faudrait qu'il oublie un petit peu sa mère, quelque part. Ah, bah ça, c'est le problème de beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Ah, comment vous dire? Et du coup, on va l'aider à démonter les croyances limitantes qu'il peut avoir au niveau du couple. Parce qu'au final, le fait d'être sélectif, ça le préserve de quelque chose. Il y gagne quelque chose. Ça le préserve de se mettre en couple, justement, et ça le préserve d'une image du couple qui n'est pas forcément très positive pour lui. Une peur de l'engagement ou quelques images parasites sur le couple qu'on va désamorcer grâce à la PNL. Pour ne pas refaire comme ses parents, par exemple, ou comme ses copains, ou voilà. Fuir un schéma familial pour ne pas le reproduire. Et on va l'aider à s'en libérer. Parce que sa façon de s'adapter à ce schéma familial, c'est la fuite. C'est la fuite ou le rejet. On a toujours 3 façons de s'adapter à un schéma. Soit on le reproduit, soit on le fuit, soit on le rejette. Mais dans tous les cas, on le subit. D'accord. Une question. Je vous en prie. On ne devrait pas faire en fait 2 ou 3 séances de PNL comme préparation au mariage de façon systématique? Ah, peut-être. Ça aiderait beaucoup de couples à rester mariés finalement, peut-être. Un peu moins les avocats spécialisés en divorce, mais oui. D'accord, donc oui, vous préconisez qu'on ait affaire à ce genre de pratique pour s'aider à... Tout à fait. D'accord. Les couples qui se forment au début, une grosse période d'adaptation, et c'est dans cette période que la sélection se fait, justement. C'est dans la première période fusionnelle qui doit s'installer. Et justement, le fait d'être sélectif va empêcher cette période fusionnelle qui permet de construire le couple. Donc finalement, ce n'est pas notre instinct du tout qui nous fait nous repousser ou nous écarter, mais on est conditionné d'une certaine façon. Tout à fait. Et on peut se reconditionner. Tout à fait. C'est une magnifique nouvelle. La personne n'est peut-être pas encore prête, mais on peut retravailler à ces processus. Donc moi, si demain je veux séduire Brad Pitt, je peux apprendre les codes, c'est ça? C'est ça? Non? C'est trop facile? C'est un peu simplifié, mais on peut. D'accord, très bien, ok, super. Mais sinon, donc cette personne célibataire trop sélective, vous allez l'aider à ouvrir son panel ou comment ça se passe? À comprendre pourquoi elle est sélective et dans quoi elle se bloque et qu'est-ce qui lui fait peur derrière ce prétexte qui est le fait que l'autre n'est jamais assez bien. Mais on part sur un chemin de psychanalyse ou on peut rester sur des codes très simples? C'est très rapide, on n'a pas besoin de faire 10 ans de psychanalyse pour ça. C'est juste quelques séances, 2, 3, 4 séances, hein. Des fois une grosse séance de travail sur les... Et il y a une image majeure qui va apparaître et qui sera la clé. D'accord, donc une solution magique, rapide et efficace. Pas magique. Durable? Totalement durable, oui. D'accord, donc finalement vous êtes un créateur de mariage. C'est magnifique. Et bien utilisé, ça peut être vu comme ça. Super, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Philippe Vernois. À vos côtés, le docteur Frédéric Bensaïd. Donc une question de téléspectateur, j'espère que ce n'est pas la même personne, parce que sinon c'est un petit peu compliqué, qui nous interroge aujourd'hui. Bonjour, il me manque une dent, donc peut-être également un homme qui se serait un peu battu. Je ne désire plus rester ainsi, je peux comprendre. J'ai consulté mon dentiste, il m'a proposé un bridge. Je voudrais savoir s'il n'y a pas d'autre solution. Pourriez-vous l'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, oui, il existe d'autres solutions. Ah. Une alternative au bridge qu'on appelle communément l'implant dentaire.
D'accord. Est-ce qu'on peut juste faire un point sur le bridge rapidement? Bien Qu'est-ce sûr, que bien c'est? sûr. Comment ça se passe? Un bridge est un franglais. C'est un mot franglais, c'est-à-dire que c'est un pont. On tend un pont entre deux dents, D'accord. en supposant que la dent absente soit effectivement encadrée de deux dents. Et le praticien est amené à abîmer, à tailler, à réduire les dents qui bordent la dent absente, afin de réaliser en fait 3 dents. La dent manquante et les deux dents piliers. Donc d'une dent, on passe à 3 dents abîmées. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un des talons d'Achille du bridge. Effectivement, on est amené à abîmer 2 dents simplement pour porter qu'une dent. N'oubliez pas que lorsque la technique est apparue, l'implantologie n'existait pas. C'était la seule alternative à mettre un appareil amovible. Au trou. Voilà. Oui, donc effectivement, Exactement. c'était précieux. Et donc l'autre solution, ce serait Effectivement, l'implant. l'autre solution, c'est la philosophie de cette solution, c'est de ne pas toucher aux dents collatérales. Et si vous voulez, le terme implant, je n'aime pas beaucoup. On parlait tout à l'heure d'implant mammaire, mais c'est plus une racine artificielle. C'est recréer la racine perdue. Il n'y a pas d'apport de corps étranger? C'est un implant, oui, c'est une sorte de vis en titane, si vous voulez schématiser. Le chirurgien, il doit préparer sa chirurgie avec les systèmes aujourd'hui d'images 3D, de modèles d'études, etc., dans des conditions d'asepsie parfaites. Il accède à l'os en reclinant les tissus mous et il vient faire une sorte de forage, mini-forage dans l'os dans lequel il vient poser cet implant qui laissera, en fonction des indications, un certain délai, en général c'est 3-4 mois, pour obtenir l'ostéo-intégration de cet implant. C'est-à-dire que cet implant sera devenu une partie intégrante de la personne et il y aura une attache très forte, très ferme de l'implant et de l'os, qui permettra de porter une dent. Ça tient sur le long terme? Par rapport au bridge, quelles sont les comparaisons que l'on peut effectivement, faire? le bridge, j'ai envie de vous dire, ça peut être très rapide. C'est l'histoire de quelques semaines, de quelques rendez-vous chez votre praticien. Il est vrai que le bridge, l'ostéo-intégration, si on respecte les protocoles de base du professeur Brandmark, il était recommandé d'attendre 3-4 mois que l'implant soit ostéo-intégré. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on essaye de s'affranchir de cette période d'ostéo-intégration. Et je pense que dans quelques années, on se reverra tous peut-être sur ce plateau et on posera la couronne sur l'implant dans les semaines. Et on commence déjà, certaines sociétés commencent à proposer des techniques pareilles. Oui, ça va très vite, la science va très vite, c'est Ça vrai. va très vite, ça évolue au quotidien, tout à fait. Ce qu'on dit aujourd'hui est déjà obsolète dans 2 heures, donc Alors ça va très oui, vite. effectivement, exactement. Alors maintenant, il y a quand même une sorte de bémol à cette technique, c'est que l'implant nécessite d'abord un volume osseux. Alors, très souvent, lorsque les gens ont perdu leurs dents, ou que leur praticien leur a extrait la dent, il n'y a pas eu de comblement osseux, ou d'abord ils ont traîné, donc l'os c'est un petit peu, on va dire, ramolli, ou enfin, on va dire rétréci pour les téléspectateurs, ce qui fait que dans les cas idéaux, c'est très simple, comme je viens de vous l'expliquer. Parfois, on est amené à faire des greffes d'augmentation, de différents types, peu importe maintenant, mais on est amené à recréer un volume osseux, un lit osseux pour recevoir cet implant. D'accord. Et vous prenez l'os à quel endroit? Il y a plusieurs sites. On peut le prendre en intrabuccal. Il y a le menton, on va dire. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Entre autres, ça peut être en dehors du corps. Ça peut être aussi un os bovin, d'origine bovine, d'accord. Ça peut être aussi un os Je comprends mieux humain. le lien très particulier, du coup, avec son implant. Voilà, c'est après, effectivement, Du coup. lorsqu'on est dans de la reconstruction osseuse, on tombe dans des solutions Ok, très bien. longues. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette solution alternative donc, au trou que l'on a dans la bouche. Merci, Dr Ben Saïd. Une dernière question également, donc, téléspectateur. Donc là, à nouveau, si c'est le célibataire qui a perdu une dent et qui pose cette question, il est peut-être, je pense, peut-être dépressif ou très embêté. Le prochain, c'est le psychiatre, puisqu'il nous demande, il a le nez affreux de son papa, il ne le supporte plus. Que peut-il faire, docteur? S'il vous plaît, aidez-le. On est très proche des problèmes de Philippe concernant l'image de soi et l'estime de soi. On est complètement complémentaires, oui. Avec la beauté du sourire également. C'est ça, il manque juste le psychiatre, c'est ce qu'on disait. Alors ça, c'est l'occasion simplement de rappeler une petite définition, parce que je sais que tout le monde s'y trompe un peu. Quelle différence y a-t-il entre chirurgie plastique réparatrice et chirurgie esthétique? Oui. Alors, on va être simple. La chirurgie plastique réparatrice, c'est la restitution de la normalité. Vous avez eu un accident, vous avez le nez complètement de travers, vous avez eu un accident de boxe, je ne sais pas quoi. On va réparer le nez et on va faire de la chirurgie reconstructrice. Par contre, comme dans le cas de ce téléspectateur, j'imagine, on a un nez qui est normal,
mais qui ne vous plaît pas, eh bien, c'est de la chirurgie esthétique parce que c'est la recherche d'une autre normalité. Alors, et c'est valable, on peut l'appliquer à toutes les... Je sais pas, on parlait des seins tout à l'heure, les seins qui tombent, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on appelle normal? On n'aime pas, mais c'est normal. Voilà. Pour un nez, qu'est-ce qu'on peut appeler normal, justement? Donc, la solution pour ce monsieur, c'est de faire une rhinoplastie. D'accord. La rhinoplastie, encore un mot sauvage, mais un mot connu, qui fait que l'on peut reprendre par l'intérieur tous les composants du nez. On peut reprendre les cartilages qui forment l'aile, les cartilages qui forment la pointe, et le cartilage puis l'os qui forme l'arête, mais également, la plupart du temps, on est obligé de casser latéralement. Autrement dit, c'est dépose et repose. On casse tout et on remet les choses bien. Et voilà. D'accord. Alors, tout cela, là encore, ça paraît simple. Il faut quand même avoir une vision préopératoire extrêmement précise. Et l'élément essentiel, là je rejoins vraiment Philippe, c'est la communication entre le chirurgien et son patient. C'est fondamental que le patient ait bien fait comprendre son problème, soit bien en accord avec le projet qui aura été formulé, qu'il soit informatique ou papier, peu importe, et qu'il soit prêt à confier son problème à son chirurgien en lui disant, voilà, vous avez bien compris, vous savez ce que je veux, allez-y, je me confie à vous. Donc, et la plupart du temps, ce qu'on appelle des ratés, entre guillemets, c'est rarement des ratés. C'est essentiellement un problème de communication. C'est parce que ou le chirurgien n'a pas bien compris, ou le patient s'est mal exprimé. En tout cas, ils ne sont pas arrivés tous les deux sur le même projet. Et donc, on peut avoir effectivement des misfits. Des surprises. Des surprises. J'ajouterais à cela qu'il y a quelque chose de nouveau, entre guillemets, dans la rhinoplastie, c'est que c'est ce qu'on appelle la rhinoplastie médicale, terme abusif s'il en est, qui veut dire que lorsqu'on a des petites imperfections après une intervention, un petit creux, un petit truc, etc., éventuellement, ça peut être corrigé par des micro-injections ou d'acide hyaluronique ou d'un autre produit comme l'hydroxyapatite de calcium, par exemple. Excusez-moi, j'ai encore Oui, c'est encore des mots, des mots pour le Scrabble. Mais donc finalement, on peut avoir un nez affreux, avoir recours à la chirurgie esthétique sans forcément aussi modifier tout son visage. On peut juste retoucher quelques endroits du nez qui posent problème. Parce qu'on parlait de normalité, c'est l'image de soi, encore une fois, donc c'est pas évident. Tout à fait, mais j'insiste quand même sur le fait que le nez est très important dans l'image qu'on a de nous-mêmes, et en particulier dans l'image cérébrale qu'on a de soi, ce qui fait qu'il faut éviter de faire cette intervention trop tard, à une époque où il n'y aurait plus de plasticité de cette image, de cette représentation cérébrale qu'on a de soi. Et l'acceptation de la nouvelle image, je poserai grandement problème. Absolument, je suis tout à fait d'accord. On va rester sur ces bonnes idées, donc justement de s'accepter aussi un petit peu presque, je dirais, comme on est, puisque cette personne... Voilà, peut-être justement d'abord commencer par s'accepter. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses très enrichissantes. Merci à vous pour vos questions. N'hésitez pas à nous en transmettre d'autres sur www.enpleineforme.net. On vous attend. À très bientôt. Merci, au revoir.